Il y a quelque chose de profondément troublant dans un ciel nocturne dégagé, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il ne l'est pas. Vous regardez des centaines de milliards d'étoiles rien que dans notre propre galaxie. Et beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Et beaucoup de ces planètes se trouvent dans la zone propice à l'eau liquide. Les mathématiques sont presque embarrassamment généreuses. En termes de quantité pure, l'univers devrait être rempli de vie. Et pourtant, pendant toutes les décennies où nous avons braqué nos meilleurs instruments vers le ciel, nous n'avons rien entendu. Aucun signal, aucune visite, aucun indice que quelqu'un là-bas ait regardé en retour. Les humains cherchent depuis longtemps, même avant de disposer des instruments pour le faire correctement. Les civilisations anciennes ont construit des temples dédiés aux étoiles. Les philosophes de siècle de la Grèce antique débattaient de la possibilité que d'autres mondes existent avec leurs propres habitants. Au XVIIe siècle, Christian Huygens, le même scientifique néerlandais qui découvrit les anneaux de Saturne, écrivait déjà sérieusement sur la probabilité que d'autres planètes abritaient des êtres vivants. Au XXe siècle, la question était passée de la philosophie à la science, puis de la science à des programmes gouvernementaux financés de manière réelle. Nous avons dirigé des radiotélescopes vers des milliers d'étoiles. Nous avons recherché des impulsions laser, des signaux structurés, toutes choses portant la trace d'une intention plutôt que du hasard. Nous avons envoyé des sondes physiques dans l'espace interstellaire avec des messages attachés, sous l'hypothèse extraordinairement optimiste que quelque chose pourrait les trouver un jour. Et dans tout cela, la réponse a été la même. Les gens se demandent pourquoi depuis longtemps. La question a pris sa formulation la plus célèbre autour d'une table lors d'un déjeuner en 1950, lorsque le physicien Enrico Fermi s'est tourné vers ses collègues, en pleine conversation, et a posé quelque chose d'aussi simple que cela a stoppé la salle. Où est tout le monde? Il ne le disait pas par rhétorique. Il faisait des calculs. Si la galaxie est si vaste, si ancienne et si remplie de mondes potentiellement habitables, alors même un petit nombre de civilisations développant les voyages spatiaux, même à des vitesses modestes, auraient dû s'étendre à travers la Voie lactée plusieurs fois à ce stade. Mais elles ne l'ont pas fait. Ou du moins, nous n'avons aucune preuve qu'elles l'aient fait. Cette tension entre ce que prédit la probabilité et ce que confirme l'observation a depuis été appelée le paradoxe de Fermi. La réponse la plus intuitive à laquelle les gens recourent est optimiste. Les extraterrestres existent. Ils ne nous ont simplement pas encore trouvés. Mais plus on examine ce que signifierait réellement traverser l'espace interstellaire, plus cette réponse commence à vaciller. Car l'univers peut être structuré d'une manière qui fait que les civilisations restent isolées entre elles, de façon permanente et irréversible. Non par choix, non par politique, mais par la physique. Les barrières entre les étoiles ne sont pas des problèmes d'ingénierie en attente de solutions. Plusieurs d'entre elles ne sont pas des problèmes du tout, dans le sens où les problèmes ont des solutions. Ce sont des caractéristiques de la réalité. Et quand on les aligne, les unes après les autres, les distances, les besoins énergétiques, les radiations, les déchets, la biologie, le temps, ce que l'on trouve n'est pas une porte fermée attendant la bonne clé. On trouve une porte qui pourrait ne jamais s'ouvrir. Il ne s'agit pas d'un argument selon lequel la vie serait rare. Elle peut être extraordinairement commune. Il s'agit d'un argument selon lequel, même si la galaxie est pleine d'espèces intelligentes,
l'espace entre elles peut être tellement hostile au voyage que aucune, y compris nous-mêmes, ne parviendra jamais à le traverser. Avant tout, avant la propulsion, le carburant, les radiations ou la biologie, il y a simplement la distance. Et le problème avec la distance à l'échelle cosmique n'est pas que nous ne savons pas à quel point elle est grande. C'est que le savoir n'aide pas, car l'intuition humaine n'a pas été conçue pour des nombres de cette magnitude. Voici une tentative pour rendre cela plus concret. L'objet le plus rapide jamais lancé par l'humanité dans l'espace est la sonde Parker Solar Probe, qui a récemment atteint des vitesses proches de 430 000 miles par heure, environ 700 000 km par heure. C'est suffisamment rapide pour traverser les États-Unis continentaux en moins de 40 secondes. Suffisamment rapide pour aller de la Terre à la Lune en environ 35 minutes. C'est, selon n'importe quelle norme humaine, quelque chose de véritablement stupéfiant. À cette vitesse, la Parker Solar Probe mettrait environ 6600 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Et ce n'est même pas le système le plus proche que nous pensons pouvoir abriter une planète habitable, ni située dans un autre bras de la galaxie. C'est le voisin stellaire le plus proche, si proche sur les cartes cosmiques qu'il partage pratiquement notre direction. 6600 ans. Plus que toute l'histoire humaine enregistrée. Et ce n'est que pour arriver, sans moyen de freiner, sans moyen de revenir, et sans instrument conçu pour cette mission. Mais voici la partie qui révèle vraiment l'ampleur du problème. Alpha Centauri n'est pas là où se trouvent les objectifs intéressants, les mondes potentiellement habitables autour d'autres étoiles, ceux détectés par des télescopes comme Kepler et JWST, ceux qui font les gros titres en tant que candidats similaires à la Terre, se trouvent généralement à des centaines ou des milliers d'années-lumière de distance. À la vitesse actuelle de la Parker Solar Probe, atteindre un monde à 500 années-lumière prendrait de l'ordre de 800 millions d'années. C'est plus que le temps d'existence de la vie animale complexe sur Terre. On peut illustrer cet écart d'autres manières. Si l'on réduisait le Soleil à la taille de d'un pamplemousse et qu'on le posait sur une table, la Terre serait un grain de sable. À environ 10 mètres de distance, à cette même échelle, Alpha Centauri serait un autre pamplemousse à environ 2800 km. La distance entre Londres et le centre du désert du Sahara. Tout ce que l'humanité a accompli dans l'espace s'est produit dans un volume plus petit qu'un petit pois sur cette table. L'étoile la plus proche se trouve à la distance d'un continent, et ce n'est même pas une destination particulièrement intéressante. Et cela n'est que dans la Voie lactée. La plus grande galaxie voisine de la nôtre, Andromède, se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière. Même si une civilisation avait résolu tous les problèmes du voyage interstellaire à l'intérieur de sa propre galaxie, s'aventurer entre les galaxies nécessiterait de traverser un vide si énorme que le concept même de voyage perd tout sens humain. Les distances entre galaxies appartiennent à un ordre de grandeur complètement différent, qui fait paraître le problème déjà presque impossible du voyage interstellaire presque gérable en comparaison. Bien sûr, personne ne prétend que la Parker Solar Probe représente la limite maximale de ce que la propulsion peut accomplir. L'idée est d'établir une référence de ce que signifie « rapide » avant de se demander ce qu'il faudrait pour aller réellement vite. Assez vite pour que le voyage interstellaire
soit une possibilité réelle et non simplement une expérience de pensée. Parce qu'à partir du moment où l'on commence à faire ces calculs, on se heurte à la deuxième barrière, qui est, en un certain sens, encore pire que la première. En 1903, un maître russe et mathématicien autodidacte nommé Konstantin Tsiolkovsky a dérivé une équation qui a gouverné la science des fusées depuis lors. L'équation est simple à écrire. Ses conséquences sont presque pénibles à contempler. Ce que l'équation dit, essentiellement, c'est que la relation entre la vitesse finale d'une fusée et la quantité de carburant nécessaire n'est pas linéaire, mais exponentielle. Chaque fois que vous voulez aller significativement plus vite, la quantité de carburant n'augmente pas seulement, elle se multiplie. Et comme le carburant a un poids, et que le poids nécessite plus de carburant pour être déplacé, et que ce carburant supplémentaire a aussi un poids, tout le système s'auto-alimente d'une manière qui devient rapidement absurde. Considérons ce que cela signifie en termes pratiques. La fusée Saturne V, qui a transporté les astronautes du programme Apollo vers la Lune, fut l'une des machines les plus impressionnantes jamais construites par la civilisation humaine. Elle mesurait 110 mètres de haut et pesait environ 2700 tonnes au lancement. Sur ces 2700 tonnes, à peine 6% ont atteint la Lune. Le reste était du carburant consommé pour transporter la charge utile jusqu'à là. L'équation de la fusée en action. Maintenant, considérez ce qu'il faudrait pour accélérer un vaisseau spatial à une fraction même modeste de la vitesse de la lumière, disons 10%, ce que la plupart des physiciens considèrent comme le minimum pour toute mission interstellaire plausible à l'échelle du temps humain. En faisant les calculs pour un vaisseau habité utilisant les meilleurs propulseurs chimiques concevables actuellement, la quantité de carburant requise dépasserait de nombreuses fois la masse estimée de l'univers observable. Ce n'est pas une exagération rhétorique, c'est ce que donnent les mathématiques. Les fusées chimiques, le seul type de propulsion que l'humanité ait utilisé, sont complètement exclus pour le voyage interstellaire. Le physicien Freeman Dyson l'a clairement exprimé en affirmant que les carburants chimiques sont inutiles pour cette tâche. Cela pousse la discussion vers des alternatives plus exotiques. Fission nucléaire, fusion nucléaire, antimatière. Chacune offre une amélioration dramatique de ce que l'on appelle la vitesse d'éjection du propulseur, exhaust velocity, la variable clé pour l'efficacité. La propulsion par impulsion nucléaire, qui fonctionne essentiellement en déclenchant une séquence rapide de dispositifs nucléaires derrière le vaisseau, pourrait théoriquement atteindre des vitesses de quelques pourcents de la vitesse de la lumière. Le projet Orion, une étude d'ingénierie sérieuse de la fin des années 50 et du début des années 60, a examiné cette idée en détail et l'a considérée physiquement viable, mais politiquement et pratiquement extrême, car elle nécessiterait de déclencher des centaines de bombes nucléaires pour accélérer un vaisseau de grande taille. Des études ultérieures, comme le projet Daedalus de la British Interplanetary Society dans les années 70, proposaient des moteurs à fusion, estimant qu'une sonde robotisée pourrait atteindre 12% de la vitesse de la lumière et atteindre les étoiles les plus proches en environ 40 ans. Mais Daedalus nécessiterait plus d'hélium-3 qu'il n'en existe dans tout le système solaire comme carburant. La propulsion par antimatière est en théorie la source de carburant la plus efficace imaginable, puisqu'elle convertit la masse directement en énergie avec une efficacité presque parfaite. Cependant,
Produire ne serait-ce qu'un seul gramme d'antimatière nécessite actuellement plus d'énergie que tout le réseau électrique mondial en des années, et la stocker de manière sûre est un problème non résolu qui pourrait ne pas avoir de solution à court terme. Le CERN, le centre de physique des particules le plus avancé au monde, produit à peine quelques nanogrammes d'antimatière par an dans des conditions hautement contrôlées. Étendre cela aux quantités nécessaires pour les voyages interstellaires n'est pas un défi d'ingénierie. C'est un écart de dizaines de milliards d'ordres de grandeur. L'essentiel à comprendre est que l'équation de la fusée s'applique à tous ces systèmes. La limitation fondamentale n'est pas le type de carburant, mais le fait qu'il faut le transporter. Chaque kilogramme de propulseur embarqué dans un vaisseau est un kilogramme que le vaisseau doit accélérer, ce qui implique plus de carburant pour déplacer ce carburant, puis encore plus de carburant pour déplacer ce nouveau carburant, et ainsi de suite. L'équation de Konstantin Tsiolkovsky ne disparaît pas en passant des propulseurs chimiques aux réacteurs à fusion. Elle devient légèrement moins contraignante, mais reste une loi. Certains concepts proposés tentent d'esquiver ce problème en éliminant le carburant à bord. Les designs de voiles laser, comme Breakthrough Starshot, visent à accélérer une sonde minuscule et légère grâce à une puissante matrice de laser depuis la Terre. Atteignant peut-être 20% de la vitesse de la lumière sans besoin de propulseur propre. Le ramjet de Robert W. Bussard capterait l'hydrogène du milieu interstellaire pour l'utiliser comme carburant. Les deux sont des idées élégantes. Les deux font face à des défis d'ingénierie si sévères qu'aucune version n'a encore volé. Et il existe de sérieux doutes sur leur capacité à être étendues pour transporter des passagers ou même des instruments scientifiques significatifs. Mais même en laissant ces doutes de côté, elles se heurtent toujours à tout ce qui suit. Il vaut la peine de s'arrêter pour apprécier à quel point les chiffres d'énergie deviennent extrêmes lorsqu'on fait correctement les calculs. Un vaisseau habité de 1000 tonnes, une estimation modeste pour quelque chose capable de soutenir la vie et de transporter de l'équipement scientifique à travers l'espace interstellaire, devrait atteindre au moins 10% de la vitesse de la lumière pour atteindre l'étoile la plus proche dans une vie humaine. Même en utilisant les paramètres les plus optimistes des moteurs à fusion, réaliser ce changement de vitesse nécessiterait approximativement l'énergie équivalente à toute l'électricité que l'humanité génère pendant plusieurs milliards d'années. Ce n'est pas une énergie que nous ne pouvons simplement pas nous permettre. C'est une énergie que nous ne pouvons pas produire dans aucun cadre économique ou technologique comparable à celui de notre civilisation. Cela influence la question du contact extraterrestre de manière subtile. Si nous devions être atteints par une civilisation de type 3, capable d'exploiter l'énergie de toute une galaxie à l'échelle de Kardashev, alors tout visiteur serait si au-dessus de nous à tous égards imaginables que la rencontre ressemblerait moins à un premier contact entre civilisations et plus à la rencontre entre un scientifique humain et une bactérie. La perspective de la bactérie n'est pas particulièrement éclairante. Et une civilisation de ce type, si elle existe, a vraisemblablement eu la capacité de nous atteindre pendant des milliards d'années. Ce qui relance la question de savoir pourquoi elle ne l'a pas fait, avec une intensité que même une longue liste de barrières ne parvient pas à dissiper complètement. Toute discussion sur les voyages interstellaires finit par se heurter à un problème que l'imagination populaire néglige presque entièrement. Arriver ne suffit pas. Il faut aussi s'arrêter.
Atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière est un défi. Réduire cette vitesse à l'arrivée est un défi tout aussi important et différent. Et, à certains égards, encore plus difficile. Car cela se fait sans plateforme de lancement, sans infrastructure, sans possibilité d'assistance gravitationnelle d'une planète convenable au moment exact. Il faut transporter suffisamment de carburant non seulement pour accélérer, mais aussi pour ralentir. Et ensuite, si l'on prévoit un retour, il faut à nouveau accélérer et ralentir. Les besoins en carburant pour un voyage aller-retour sont si démesurés que la plupart des propositions sérieuses de missions interstellaires n'incluent même pas le retour. Breakthrough Starshot envoie une puce de quelques grammes et ne la récupère pas. Les concepts les plus ambitieux de missions habitées sont généralement à sens unique. Cela est directement pertinent pour la question des visiteurs extraterrestres. Car toute civilisation qui envisage un voyage vers un autre système stellaire est confrontée à la même arithmétique. Le coût en carburant d'un aller-retour élève au carré le coût déjà énorme d'un voyage à sens unique. Il existe des solutions théoriques. On pourrait construire un dépôt de carburant à destination, mais seulement si quelqu'un y est déjà allé, ce qui suppose que le problème est déjà résolu. On pourrait utiliser la gravité et la pression de radiation de l'étoile cible pour ralentir. Mais cela ne fonctionne qu'à des vitesses suffisamment basses pour que le voyage dure beaucoup plus longtemps que ce que n'importe quel équipage pourrait survivre. On pourrait concevoir la mission autour des effets de dilatation temporelle, mais cela entraîne ses propres complications en cascade. Considérons ce que cela implique du point de vue d'une civilisation extraterrestre. Elle envisage une mission vers un système stellaire lointain, notre système solaire par exemple. Elle doit engager suffisamment d'énergie pour accélérer un vaisseau de taille significative jusqu'à des vitesses interstellaires, puis investir cette même énergie pour le ralentir à l'arrivée, et ensuite faire la même chose 2 fois de plus pour le voyage de retour. Même avec des moteurs à fusion, la technologie plausible la plus ambitieuse, la masse de carburant nécessaire pour une mission habitée aller-retour, même vers l'étoile la plus proche, devrait se mesurer en masse planétaire, pas en mégatonnes, en planètes. L'idée d'une civilisation envoyant régulièrement des vaisseaux d'un système stellaire à un autre, comme nous l'imaginons souvent dans la science-fiction, avec un trafic constant, des contacts réguliers, une galaxie connectée comme un quartier, nécessite des budgets énergétiques dépassant ce que les étoiles elles-mêmes produisent au cours de leur vie. L'univers n'offre tout simplement pas ce type de ressources. Il y a une autre subtilité dans le problème du freinage qui reçoit rarement attention: la navigation. À des distances interstellaires, de minuscules erreurs de trajectoire se amplifient de manière drastique. Un vaisseau dirigé vers un système stellaire spécifique à 4 années-lumière de distance, avec une erreur angulaire d'à peine une fraction de degré, pourrait ne pas atteindre sa destination ou s'approcher sous un angle rendant impossible le freinage pour entrer en orbite. Les corrections de trajectoire à mi-parcours nécessitent du carburant. Le carburant ajoute de la masse. La masse nécessite plus de carburant. Le défi de la navigation n'est pas indépendant du défi énergétique. C'est le même problème, vu sous des angles différents. Arriver au bon endroit, à la bonne vitesse et dans la bonne direction, sans soutien depuis la Terre et avec des retards de communication à la vitesse de la lumière qui rendent impossible toute correction en temps réel depuis le point d'origine, est un problème d'ingénierie qui fait paraître l'atterrissage sur la Lune trivial.
Supposons que nous ignorions le problème du carburant et accordions à une civilisation extraterrestre un système de propulsion capable d'atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Ils ont résolu quelque chose dont l'humanité est encore très loin. Mais admettons-le. Le voyage commence alors, et immédiatement surgit un nouvel ensemble de problèmes. Le premier est le rayonnement cosmique galactique. Dans la vie quotidienne, le champ magnétique de la Terre et son atmosphère dense absorbent la grande majorité des particules de haute énergie qui traversent constamment l'espace. En supprimant ces protections, comme cela se produit dès que l'on quitte la magnétosphère terrestre, l'exposition augmente drastiquement. Les rayons cosmiques galactiques ne sont pas comme le rayonnement d'une radiographie médicale. Ce sont des noyaux atomiques, dépouillés de leurs électrons, accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière par les restes d'anciennes explosions de supernovae. Ils traversent là les parois des vaisseaux. Ils traversent les tissus humains. Ils fragmentent l'ADN de manière que le blindage conventionnel peine à contrer. Car les particules les plus nocives sont si énergétiques que l'ajout de plus de matériaux de protection peut engendrer un rayonnement secondaire en interagissant avec la coque. Les propres calculs de la NASA, développés pour d'éventuelles missions vers Mars, estiment que des astronautes lors d'un voyage dans l'espace profond de 2 ou 3 ans recevraient des doses de rayonnement qui augmenteraient significativement leur risque de cancer au cours de leur vie. Et cela concerne un voyage entièrement à l'intérieur de notre système solaire, où le champ magnétique du Soleil fournit encore une certaine protection partielle. Dans l'espace interstellaire ouvert, au-delà de l'héliosphère, l'environnement des rayons cosmiques est encore plus intense. Un voyage interstellaire de plusieurs décennies, même dans le scénario le plus optimiste vers l'étoile la plus proche, impliquerait des doses cumulées de rayonnement bien au-delà de tout seuil de sécurité tolérable pour une biologie similaire à la nôtre. Ces rayons cosmiques galactiques sont principalement composés de protons, environ 87%, les noyaux d'hélium représentant près de 12%, et des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène, le fer ainsi que des traces de presque tous les éléments jusqu'à l'uranium constituant le reste. Ce sont ces ions lourds, connus sous le nom de particules HZE, haute charge et énergie, qui sont les plus nocifs sur le plan biologique. Un seul noyau de fer voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière n'ionise pas seulement les atomes sur son passage. Il laisse une traînée de destruction moléculaire large de plusieurs diamètres cellulaires, comme une balle microscopique traversant une bibliothèque, déchirant l'information contenue dans l'ADN plus vite que n'importe quel mécanisme de réparation ne peut agir. Sur des mois, des années et des décennies, les dommages accumulés au système nerveux central, au système cardiovasculaire et à pratiquement tous les organes seraient profonds et irréversibles. Le blindage aide, mais seulement jusqu'à un certain point. Un blindage mince est presque inutile face aux particules les plus énergétiques. Un blindage épais ajoute de la masse, ce qui aggrave de manière exponentielle le problème du carburant. Certains matériaux, en particulier les métaux denses, peuvent empirer la situation, car lorsqu'une particule de très haute énergie percute un noyau dense, elle peut se fragmenter en une pluie de particules secondaires qui irradient l'intérieur du vaisseau encore davantage que la particule initiale. Il n'existe actuellement aucun matériau connu, et aucun n'est théoriquement anticipé, capable de fournir une protection adéquate
contre les rayons cosmiques galactiques les plus pénétrants sans rendre le vaisseau si lourd que son lancement en deviendrait presque impossible. Maintenant, ajoutons le deuxième problème lié aux radiations, moins discuté mais à certains égards plus immédiatement létal. Le milieu interstellaire lui-même. L'espace entre les étoiles n'est pas vraiment vide. Il contient des nuages diffus de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, ainsi que de minuscules grains de poussière, des particules de silicate et des fragments de glace accumulés au fil de milliards d'années d'activité stellaire. Dans des conditions normales, ce matériau est si dispersé qu'il est pratiquement inoffensif. À basse vitesse, un vaisseau le traverse comme un nageur traverse l'eau, avec une résistance presque nulle. Mais à une fraction significative de la vitesse de la lumière, la physique change complètement. À 20% de la vitesse de la lumière, chaque atome d'hydrogène qui percute l'avant du vaisseau n'est plus une collision douce avec une particule presque immobile. Du point de vue du vaisseau, ces atomes frappent à des vitesses relativistes. L'énergie de chaque impact croît avec le carré de la vitesse. Un atome d'hydrogène à ces vitesses possède une énergie comparable à celle d'un faisceau de protons dans un accélérateur de particules. Et ces impacts ne sont pas rares. Ils arrivent constamment, des millions par centimètre carré chaque seconde, érodant la surface du vaisseau et générant une pluie de radiation secondaire à l'intérieur. Les grains de poussière sont encore pires. Une particule typique de poussière interstellaire peut mesurer une fraction de millimètre, invisible à l'œil nu, quelque chose que vous ne remarqueriez jamais à des vitesses humaines normales. Mais à 20% de la vitesse de la lumière, un seul grain de cette taille percutant le vaisseau transportait l'énergie cinétique d'une petite explosion. Des recherches du physicien Shi-Tiem Huang et de ses collègues, analysant ce problème pour Breakthrough Starshot, estiment qu'un grain de silicate de seulement 1/10 de millimètre contient environ 1 milliard d'atomes. Lorsqu'il frappe à des vitesses relativistes, il génère des températures comparables à la surface d'une étoile au point de contact, fondant et vaporisant le matériau de la coque, créant un cratère et un nuage de plasma ionisé qui endommagent tout ce qui se trouve derrière. L'effet cumulatif de milliers d'impacts de ce type au cours d'un voyage de seulement quelques années-lumière détruirait tout matériau de vaisseau concevable aujourd'hui. La face avant s'éroderait progressivement, comme un météorite traversant une atmosphère. Sauf que dans ce cas, l'atmosphère est la trame même de l'espace interstellaire. Des solutions ont été proposées. Un bouclier sacrificiel en matériaux au point de fusion comme le graphite qui s'userait pendant le voyage, ou des systèmes de déviation qui nettoient la trajectoire avec des lasers. Aucune de ces idées n'a été démontrée, et aucune ne se prête naturellement à un vaisseau suffisamment grand pour transporter des passagers ou des instruments scientifiques significatifs. À des vitesses encore plus élevées, 50, 60, 70% de la lumière, le problème s'aggrave de manière drastique. L'hydrogène du milieu interstellaire se transforme en pratique en un bain de radiation. Un astronaute non protégé voyageant à 50% de la vitesse de la lumière recevrait une dose létale en quelques heures, pas en années. Le vaisseau devrait être enveloppé d'un blindage si massif qu'il dépasserait tout système de propulsion imaginable. Il y a ici une ironie cruelle. Plus vous allez vite, plus le milieu interstellaire vous punit pour votre vitesse. La vitesse et la sécurité tirent dans des directions opposées, et il n'existe aucun point sur cette courbe où les deux soient acceptables en même temps.
Même si l'on ignore le problème de la propulsion, des radiations et des débris, même si l'on place nos hypothétiques voyageurs extraterrestres à l'intérieur d'un vaisseau qui a d'une manière ou d'une autre résolu tous ces défis d'ingénierie, la biologie a encore son mot à dire. Le corps humain est par extrapolation raisonnable celui de tout organisme complexe ayant évolué à la surface d'une planète sous gravité, est finement adapté à des conditions qui n'existent tout simplement pas dans l'espace profond. La densité osseuse diminue en microgravité car le squelette n'a plus de charges à supporter. La masse musculaire s'atrophie. Le système cardiovasculaire s'adapte de manière à compliquer le retour dans un environnement gravitationnel. La redistribution des fluides se déplace vers la tête, augmentant la pression intracrânienne de façon qui peuvent affecter de manière permanente la vision. Les astronautes ayant passé 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, à environ 1000 km de la surface terrestre, encore dans le champ magnétique de la planète, et assez proches pour permettre un sauvetage en quelques heures, reviennent avec une détérioration mesurable dans plusieurs systèmes corporels. Ce n'est pas un défaut de conception que l'ingénierie pourrait simplement corriger. C'est le résultat de milliards d'années d'évolution, optimisant pour un environnement très spécifique. Une planète avec une gravité donnée, un champ magnétique particulier, une pression atmosphérique précise et un cycle jour-nuit régulant la biologie circadienne. Chaque système d'un organisme complexe, immunitaire, endocrinien, cardiovasculaire, musculo-squelettique et nerveux central, a coévolué avec toutes ces conditions simultanément. En supprimer une provoque des altérations qui se propagent au reste. Les supprimer toutes en même temps, comme l'exige l'espace profond, revient à demander à une machine biologique de fonctionner dans des conditions pour lesquelles elle n'a jamais été adaptée, pendant des périodes qui amplifient chaque défaillance adaptative. Si l'on transpose cela à un voyage de plusieurs décennies, on demande à la biologie de fonctionner d'une manière pour laquelle elle n'a jamais été conçue. Les successions rotatives d'un vaisseau peuvent simuler la gravité, mais de façon imparfaite et au prix d'une complexité mécanique qui introduit de nouveaux risques. Les régimes d'exercice peuvent y ralentir la perte osseuse, mais ne peuvent pas aussi l'empêcher indéfiniment et nécessitent du temps, de l'espace et une masse supplémentaire dans le vaisseau. À cela s'ajoute la dimension psychologique. Isolement, confinement, impossibilité de sauvetage et le fait que les retards de communication de plusieurs années rendent irréversibles toutes les décisions. Les effets psychologiques d'un véritable voyage interstellaire n'ont aucun équivalent dans l'expérience humaine et aucun modèle fiable pour les prédire. Une solution proposée est l'animation suspendue. Ralentir le métabolisme de l'équipage jusqu'au point où il ne vieillit pratiquement pas pendant le voyage. C'est une idée séduisante. Mais, jusqu'au milieu des années 2020, elle restait sans base scientifique solide. La cryogénisation détruit les cellules. Les cristaux de glace qui se forment à l'intérieur perforent les membranes et tuent les tissus. L'animation suspendue réversible. Refroidir un corps jusqu'à arrêter son métabolisme puis le réactiver sans dommage n'a jamais été réalisée chez des organismes complexes. Des progrès ont été réalisés avec de petits insectes, des tardigrades et la préservation d'organes isolés, mais passer d'un organisme simple, survivant au froid, à un mammifère complexe, supportant des décennies de cryo-sommeil, n'est pas seulement un défi d'ingénierie. Cela peut être une impossibilité biologique liée au comportement des membranes cellulaires à basse température.
L'alternative, comme les vaisseaux générationnels, où l'équipage se reproduit pendant le voyage et où ses descendants atteignent la destination, échange un ensemble de problèmes contre un autre. Maintenir la diversité génétique sur plusieurs générations nécessite une population initiale de centaines ou milliers, pas de dizaines. La continuité culturelle, la préservation de l'objectif initial de la mission pendant des siècles, et la santé psychologique des enfants nés dans un conteneur métallique sans choix sur leur destin, sont des problèmes sociologiques complexes. L'histoire offre peu de raisons d'être optimiste quant à la capacité de maintenir des objectifs institutionnels sur autant de générations. Les enfants de l'équipage original deviennent un peuple distinct, façonné par un environnement pour lequel aucune histoire évolutive humaine ne les a préparés. Les petits-enfants encore plus. Lorsque le vaisseau générationnel arrivera à sa destination après 2 ou 3 siècles de voyage, les êtres qui en descendent pourront partager l'héritage génétique des originaux, mais guère plus. Tout ce qui précède suppose que la civilisation extraterrestre en question a déjà réussi à atteindre le vol spatial. Mais il existe une catégorie de mondes où même atteindre l'orbite pourrait être hors de portée de la chimie. En 2018, l'astrophysicien Michael Hipke a publié une étude analysant ce qu'il faudrait pour lancer une fusée depuis une super-Terre, une classe de planètes extraordinairement courante dans la galaxie. Les super-Terres vont de mondes légèrement plus grands que la Terre, à des planètes ayant jusqu'à 10 fois la masse de notre planète. Ce sont, en fait, l'un des types d'exoplanètes les plus fréquemment détectés. Et si la vie peut y prospérer, ce qui est tout à fait plausible, car une atmosphère plus dense pourrait mieux filtrer les radiations et une activité géologique plus intense pourrait soutenir une biosphère plus riche. Les êtres qui habitent ces mondes font face à un problème de lancement qui pourrait ne pas avoir de solution chimique. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à l'équation de la fusée. La vitesse de libération depuis la surface terrestre est d'environ 11 km par seconde. L'atteindre nécessite de brûler une quantité énorme de carburant, tant et si bien que le Saturne V, la fusée opérationnelle la plus puissante de l'histoire, était constituée d'environ 90% de carburant en masse au décollage. Considérons maintenant Kepler 20b, une super-Terre confirmée à environ 950 années-lumière, avec un rayon 1,6 fois supérieur à celui de la Terre et presque 10 fois sa masse. La vitesse de libération depuis sa surface est d'environ 27 km par seconde, plus du double de celle de la Terre. En entrant cette valeur dans l'équation de la fusée, le carburant nécessaire pour une charge utile équivalente ne se double pas, ne triple pas. Il croît par centaines. Pour lancer l'équivalent de la charge utile du programme Apollo depuis Kepler 20b avec des fusées chimiques, il faudrait un lanceur disposant d'environ 440 000 tonnes de carburant au décollage, approximativement la masse de la grande pyramide de Gizeh. Ce chiffre n'est pas une estimation vague. C'est ce que donne l'équation de Konstantin Tsiolkovsky, l'une des relations les plus vérifiées en physique. Une civilisation sur un tel monde, aussi avancée soit-elle dans d'autres domaines, pourrait se retrouver dans l'impossibilité absolue de quitter sa planète avec n'importe quelle chimie disponible dans son environnement. Elle pourrait construire des radiotélescopes, des villes, des ordinateurs, comprendre l'univers avec clarté, mais la barrière physique entre sa surface et l'orbite serait aussi absolue qu'un mur naturel. Le plus significatif est ce qu'a trouvé Hipke en analysant les statistiques. Les super-Terres ne sont pas des raretés exotiques, mais communes.
la majorité des exoplanètes détectées par la mission Kepler sont plus grandes que la Terre, pas plus petites. Si les mondes habitables tendent vers cette taille, alors la majorité des civilisations qui ont existé pourraient être nées dans ce piège. Intelligentes, curieuses, potentiellement brillantes, et totalement incapables de quitter le puits gravitationnel qui les a vus naître. Ipke a également pris en compte les planètes orbitant autour des naines rouges, le type d'étoile le plus courant de la galaxie, représentant environ les 3/4 de toutes les étoiles de la Voie lactée. L'astrophysicien Abraham Loeb a analysé de manière indépendante l'un de ces cas. Proxima Centauri b, le monde potentiellement habitable qui orbite autour de notre étoile voisine la plus proche. Comme Proxima b est beaucoup plus proche de son étoile que la Terre du Soleil, dans la zone habitable d'une étoile plus froide et plus faible, la dynamique orbitale change, et échapper complètement à ce système stellaire est significativement plus difficile que de fuir notre système. Même si une civilisation parvient à quitter la surface de sa planète, se libérer de la gravité de son étoile peut constituer un défi complètement différent. Chaque choix d'étoile et de planète natale impose un ensemble unique de contraintes gravitationnelles qui déterminent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas en termes d'accès à l'espace. La vulgarisation scientifique décrit souvent la vitesse de la lumière comme une limite cosmique, comme si des civilisations suffisamment avancées finiraient par trouver un moyen de la dépasser, de la même manière que nous avons franchi le mur du son. Cette présentation est trompeuse à un point fondamental. La barrière du son est un phénomène de dynamique des fluides. La franchir nécessite de résoudre certains effets aérodynamiques qui génèrent résistance et ondes de choc aux vitesses transoniques. Rien dans la nature n'interdit de voyager plus vite que le son en principe. Il a simplement fallu l'ingénierie appropriée. La vitesse de la lumière est différente dans sa nature, pas seulement dans son degré. Ce n'est pas un seuil d'ingénierie. C'est une caractéristique structurelle de l'espace-temps lui-même. La théorie de la relativité restreinte, formulée par Albert Einstein et confirmée avec une précision extraordinaire pendant plus d'un siècle, ne dit pas que voyager plus vite que la lumière serait très difficile. Elle dit qu'accélérer un objet avec masse jusqu'à la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie. Vous pourriez ajouter de l'énergie indéfiniment, et pourtant ne jamais y parvenir, car l'inertie effective de l'objet augmente à mesure qu'il approche cette vitesse d'une manière qui rend impossible de combler l'écart final. Ce n'est pas impraticable, c'est impossible. Ce n'est pas un sujet débattu parmi les physiciens. Ce n'est pas le type d'idée qui sera probablement révisée par de futures théories, car elle est intégrée dans des cadres comme la relativité générale, la théorie quantique des champs et le modèle standard, tous vérifiés avec plus de précision expérimentale que tout autre ensemble de théories dans l'histoire de la science. La vitesse de la lumière n'est pas une porte fermée attendant une clé plus avancée. Elle fait partie de la géométrie de l'univers. Il existe des structures théoriques qui semblent permettre quelque chose de similaire à un voyage plus rapide que la lumière sans violer techniquement la relativité. La plus célèbre est le moteur à distorsion de Miguel Alcubierre, proposé en 1994. Il décrit une configuration mathématique dans laquelle l'espace-temps se contracte devant une bulle et s'étend derrière elle, déplaçant cette bulle et tout ce qu'elle contient à des vitesses supraluminiques par rapport à des observateurs éloignés. Les équations sont cohérentes. L'idée fascine les théoriciens depuis des décennies. Le problème ne réside pas dans les équations, mais dans ce que leur réalisation impliquerait.
La métrique d'Alcubierre nécessite de la matière exotique, un matériau avec densité d'énergie négative, une propriété qui n'a aucun équivalent confirmé dans une substance connue. Les premières estimations indiquaient que l'énergie nécessaire dépasserait la masse énergie de tout l'univers observable. Les versions plus récentes ont réduit ces chiffres, mais même dans les scénarios les plus optimistes, les quantités d'énergie exotique nécessaires restent absurdes par rapport à toute technologie imaginable. Et surtout, aucune matière exotique avec ces propriétés n'a jamais été observée. Il n'existe aucune preuve expérimentale de son existence. Les trous de verre font face à des problèmes similaires. La relativité générale permet leur existence comme solution mathématique, mais les maintenir ouverts nécessiterait ce même type de matière exotique. Et même si cet obstacle était surmonté, personne ne sait comment les créer, les stabiliser ou les traverser. Le problème de fond est que, même si les moteurs à distorsion et les trous de verre étaient possibles en théorie, ils semblent dépendre de quelque chose que la physique n'a jamais confirmé comme existant en quantité détectable. Parier l'avenir du voyage interstellaire sur la matière exotique revient à fonder la stabilité d'un bâtiment sur un matériau dont l'existence est purement hypothétique, utile dans les équations, mais encore inexistant dans l'univers observable. La vulgarisation scientifique décrit souvent la vitesse de la lumière comme une limite cosmique, comme si des civilisations suffisamment avancées finiraient par trouver un moyen de la dépasser, de la même manière que nous avons franchi le mur du son. Cette présentation est trompeuse à un point fondamental. La barrière du son est un phénomène de dynamique des fluides. La franchir nécessite de résoudre certains effets aérodynamiques qui génèrent résistance et ondes de choc aux vitesses transsoniques. Rien dans la nature n'interdit de voyager plus vite que le son en principe. Il a simplement fallu l'ingénierie appropriée. La vitesse de la lumière est différente dans sa nature, pas seulement dans son degré. Ce n'est pas un seuil d'ingénierie. C'est une caractéristique structurelle de l'espace-temps lui-même. La théorie de la relativité restreinte, formulée par Albert Einstein et confirmée avec une précision extraordinaire pendant plus d'un siècle, ne dit pas que voyager plus vite que la lumière serait très difficile. Elle dit qu'accélérer un objet avec masse jusqu'à la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie. Vous pourriez ajouter de l'énergie indéfiniment et pourtant ne jamais y parvenir, car l'inertie effective de l'objet augmente à mesure qu'il approche cette vitesse d'une manière qui rend impossible de combler l'écart final. Ce n'est pas impraticable, c'est impossible. Ce n'est pas un sujet débattu parmi les physiciens. Ce n'est pas le type d'idée qui sera probablement révisé par de futures théories, car elle est intégrée dans des cadres comme la relativité générale, la théorie quantique des champs et le modèle standard, tous vérifiés avec plus de précision expérimentale que tout autre ensemble de théories dans l'histoire de la science. La vitesse de la lumière n'est pas une porte fermée attendant une clé plus avancée. Elle fait partie de la géométrie de l'univers. Il existe des structures théoriques qui semblent permettre quelque chose de similaire à un voyage plus rapide que la lumière sans violer techniquement la relativité. La plus célèbre est le moteur à distorsion de Miguel Alcubierre, proposé en 1994. Il décrit une configuration mathématique dans laquelle l'espace-temps se contracte devant une bulle et s'étend derrière elle, déplaçant cette bulle et tout ce qu'elle contient
à des vitesses supraluminiques par rapport à des observateurs éloignés. Les équations sont cohérentes. L'idée fascine les théoriciens depuis des décennies. Le problème ne réside pas dans les équations, mais dans ce que leur réalisation impliquerait. La métrique d'Alcubierre nécessite de la matière exotique, un matériau avec densité d'énergie négative, une propriété qui n'a aucun équivalent confirmé dans une substance connue. Les premières estimations indiquaient que l'énergie nécessaire dépasserait la masse-énergie de tout l'univers observable. Les versions plus récentes ont réduit ces chiffres, mais même dans les scénarios les plus optimistes, les quantités d'énergie exotique nécessaires restent absurdes par rapport à toute technologie imaginable. Et surtout, aucune matière exotique avec ces propriétés n'a jamais été observée. Il n'existe aucune preuve expérimentale de son existence. Les trous de verre font face à des problèmes similaires. La relativité générale permet leur existence comme solution mathématique, mais les maintenir ouverts nécessiterait ce même type de matière exotique. Et même si cet obstacle était surmonté, personne ne sait comment les créer, les stabiliser ou les traverser. Le problème de fond, c'est que, même si les moteurs à distorsion et les trous de verre étaient possibles en théorie, ils semblent dépendre de quelque chose que la physique n'a jamais confirmé comme existant en quantité détectable. Parier l'avenir du voyage interstellaire sur la matière exotique revient à fonder la stabilité d'un bâtiment sur un matériau dont l'existence est purement hypothétique, utile dans les équations, mais encore inexistant dans l'univers observable. Voici une version du problème du contact extraterrestre qui ne dépend pas de barrières physiques. Elle dépend uniquement du temps. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Les étoiles se sont formées pendant la majeure partie de cette période, et beaucoup de celles que nous voyons dans le ciel nocturne sont beaucoup plus anciennes que notre Soleil. Si la vie intelligente est apparue sur un autre monde à peine 100 millions d'années avant la Terre, une différence modeste à l'échelle cosmique, moins de 1% de l'âge de l'univers, cette civilisation aurait eu 100 millions d'années pour développer technologie, philosophie, science et éventuellement un certain type d'expansion. 100 millions d'années sont amplement suffisants pour qu'une civilisation motivée et durable, même voyageant très en dessous de la vitesse de la lumière, puisse parcourir la galaxie plusieurs fois. Et pourtant, nous n'en voyons aucune preuve. Mais les civilisations ne sont pas éternelles. Elles commencent, elles croissent, elles atteignent un pic de complexité et de capacité, puis quelque chose se produit. Ce quelque chose peut être externe. L'impact d'un astéroïde, une explosion de rayons gamma à proximité, ou un événement stellaire qui détruit son atmosphère. Ou cela peut être interne. Épuisement des ressources, conflits, effondrement des structures sociales ou technologiques qui soutiennent leur niveau de développement. Il est également possible qu'elles évoluent ou vers quelque chose de tellement différent que l'espèce originale disparaisse en pratique, ou qu'elle décide simplement de cesser de s'étendre. Se tourner vers l'intérieur, se contenter de leur système, considérer que les coûts d'exploration de l'espace interstellaire dépassent les bénéfices, même si elles pourraient techniquement le faire. L'économiste Robin Hanson a formalisé cette idée en 1996 sous le nom de « Grande barrière », le grand filtre. L'hypothèse propose que Yoma, sur le chemin allant de la chimie simple à une civilisation interstellaire, il existe une ou plusieurs étapes que presque aucune espèce ne parvient à franchir.
cette barrière pourrait se situer à n'importe quel point. L'origine même de la vie, le passage des organismes unicellulaires aux organismes multicellulaires, l'émergence de l'intelligence, ou quelque chose de plus tardif, comme la capacité de survivre à sa propre technologie assez longtemps pour se développer à l'échelle interstellaire. L'interprétation la plus inquiétante du grand filtre est la suivante. Si aucune civilisation n'est parvenue jusqu'à nous, et que la galaxie a eu des milliards d'années et des planètes pour les produire, alors quelque chose élimine les civilisations avant qu'elles ne puissent se développer. Cette barrière pourrait être derrière nous, auquel cas nous serions une rareté extraordinaire, peut-être la première espèce à atteindre ce stade, où elle pourrait se situer devant nous. Et dans ce second scénario, le silence de l'univers n'est pas rassurant. C'est un avertissement. Le fait que nous ayons construit des armes nucléaires, modifié la chimie de notre atmosphère, et que nous entrions dans l'ère de l'intelligence artificielle avancée, commence à ressembler moins à une histoire de progrès et plus à une série de signaux dans un motif qui pourrait se répéter encore et encore dans la galaxie. Il existe une autre dimension du problème temporel qui est souvent négligée. Même si deux civilisations existent en même temps dans la même galaxie, la probabilité qu'elles puissent communiquer dépend de la densité peuplée de la galaxie en civilisation technologique à ce moment précis. Si les civilisations sont rares et que leurs périodes de développement maximales sont courtes, disons quelques milliers d'années avant de s'effondrer, de se transformer ou de disparaître, alors la galaxie pourrait être remplie d'une longue succession de civilisations qui apparaissent et disparaissent sans jamais coïncider dans le temps avec d'autres dans un rayon de communication. Nous pourrions être entourés des ruines d'anciennes intelligences et des débuts d'autres à venir, sans aucun père contemporain, à moins de 100 années-lumière, dans n'importe quelle direction. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que le moment n'a jamais coïncidé. L'équation de Drake, formulée par l'astronome Frank Drake en 1960, et 1 comme cadre pour estimer le nombre de civilisations communicantes dans la galaxie à un moment donné, le montre clairement. L'équation multiplie le taux de formation des étoiles, la fraction d'étoiles ayant des planètes, la fraction de ces planètes où la vie se développe, la fraction de cette vie qui devient intelligente, la fraction qui développe une technologie capable de communication interstellaire et, crucialement, la durée moyenne d'une civilisation communicante. Presque tous les facteurs de l'équation sont profondément incertains. Mais le dernier est peut-être le plus important. Si une civilisation technologique communique généralement pendant 1000 ans avant de s'effondrer, de disparaître ou de décider de se taire, alors le nombre de civilisations qui transmettent à un moment donné dans la Voie lactée est très faible. Si la durée moyenne est d'1 million d'années, la galaxie pourrait être remplie d'activité. Le silence que nous observons est compatible avec le premier scénario. Et l'histoire même de la Terre en matière de risques existentiels, armes nucléaires, modification du climat, pandémies et défis émergents de l'intelligence artificielle avancée, n'indique pas clairement le second. Ce qui rend particulièrement inquiétant le concept du grand filtre, c'est qu'il ne nécessite pas un événement catastrophique unique. Il pourrait s'agir simplement d'une accumulation statistique de petites probabilités. Que la vie émerge rarement, que les cellules complexes soient encore plus rares, que l'intelligence le soit encore plus,
que la civilisation n'apparaisse que de manière occasionnelle, et qu'une fraction minimale de ces civilisations parviennent à se maintenir suffisamment longtemps pour développer des capacités interstellaires. Multiplier plusieurs petites probabilités et le résultat peut être extraordinairement faible. Le paradoxe de Fermi n'a pas besoin d'une explication dramatique. Peut-être que chaque étape menant à une civilisation technologique est simplement un peu plus difficile que nous le pensions. Il y a un aspect de la physique relativiste qui essaie parfois présenter comme une solution au problème du temps dans les voyages interstellaires. Si un vaisseau accélère jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la lumière, le temps, pour ceux qui se trouvent à bord, s'écoule plus lentement que pour les observateurs restés en arrière. À 99% de la vitesse de la lumière, un voyage de 100 ans selon la Terre se réduit à environ 14 ans pour les voyageurs. À des vitesses encore plus élevées, 99,9%, 99,99%, la différence devient encore plus extrême. C'est de la physique réelle. Elle a été mesurée dans des accélérateurs de particules et confirmée par des systèmes comme le GPS qui doivent corriger la dilatation temporelle relativiste pour fonctionner avec précision. La dilatation du temps n'est pas de la science-fiction. Le problème réside dans ce que cela implique pour ceux qui voyagent et pour la civilisation qui les envoie. Du point de vue de l'équipage, le voyage peut être tolérable. Un aller-retour vers une étoile située à 40 années-lumière, à 99% de la vitesse de la lumière, pourrait durer environ 12 ans de temps à bord. C'est vivable. Mais lorsqu'ils reviennent, la Terre a vieilli de 80 ans. Toutes les personnes qu'ils connaissaient sont mortes. La civilisation qui les a envoyés a changé de manière méconnaissable. Chaque mission à des vitesses relativistes est en pratique un voyage sans retour vers un futur qui ne leur appartient déjà plus. Cette asymétrie, l'équipage vieillissant lentement tandis que son monde d'origine suit son cours normal, génère quelque chose de plus étrange qu'il n'y paraît au premier abord. Imaginez une civilisation essayant de construire une présence interstellaire cohérente. Elle envoie des explorateurs. Pour eux, 12 ans passent. Sur leur planète, 80. Les explorateurs reviennent dans un monde qui a continué sans eux. La technologie a progressé, les systèmes politiques ont changé. L'institution qui les a envoyés peut avoir disparu, et les questions scientifiques qui ont motivé la mission ont peut-être déjà été résolues par d'autres moyens. Les explorateurs deviennent, dans un sens très réel, des voyageurs dans le temps. Aucune civilisation ne peut maintenir un objectif cohérent à travers de telles discontinuités indéfiniment. Avec le temps, les missions cessent de revenir ou cessent d'être envoyées ou perdent leur sens au sein de la société qui les a initiées. Pour une civilisation extraterrestre essayant de maintenir un contact avec une colonie lointaine, chaque message prend des années pour arriver. Chaque décision est prise avec des informations décalées et toute connexion culturelle ou sociale soutenue entre l'origine et la destination se dégrade avec le temps pour devenir quelque chose de complètement différent. La galaxie ne se remplirait pas d'un empire unifié. Elle se remplirait de fragments. Des fragments d'une même civilisation originale dispersés dans l'obscurité, évoluant séparément, devenant progressivement étrangers les uns aux autres, séparés par des siècles de temps de voyage de la lumière et incapables d'interagir de manière significative. Et tout cela suppose encore que le problème énergétique soit d'abord résolu.
atteindre 99% de la vitesse de la lumière requiert des quantités d'énergie si énormes qu'obtenir cette énergie constitue déjà, à lui seul, un défi à l'échelle d'une civilisation. Même atteindre 80% de la vitesse de la lumière, où la dilatation du temps commence à être significative, implique de traverser un régime où chaque particule du milieu interstellaire impacte comme une balle à grande vitesse. L'avantage de la dilatation temporelle et le problème des impacts arrivent ensemble. On ne peut pas résoudre l'un sans affronter l'autre. La relativité offre quelque chose de réel, la compression subjective du temps de voyage. Mais elle s'accompagne de coûts qui annuleraient une grande partie de son bénéfice apparent et ne résout en aucun cas le problème fondamental, l'énergie nécessaire pour atteindre ces vitesses. Il existe une dernière barrière qu'il vaut la peine de comprendre avec soin, car elle reconfigure toutes les osumkik ou tous les autres dieux. L'impossibilité d'une coordination significative à travers les distances interstellaires. Même à la vitesse de la lumière, la vitesse maximale à laquelle quoi que ce soit peut voyager, un signal provenant d'une civilisation située à 4 années-lumière met 4 ans pour arriver. La réponse prend encore 4 ans. Toute conversation comporte donc un délai minimum de 8 ans. Ce n'est pas un problème technologique. C'est un problème géométrique. La lumière voyage aussi vite que possible, et 4 années-lumière restent 4 années-lumière. Maintenant, imaginez ce que cela implique pour toute mission interstellaire organisée. Une civilisation envoie une sonde ou un vaisseau habité vers un autre système stellaire. Le voyage dure des décennies ou des siècles. À mesure qu'il progresse, les délais de communication augmentent. Quand les voyageurs atteignent leur destination, tous les messages qu'ils reçoivent de leur planète d'origine ont des années de retard. Chaque décision qu'ils prennent se fait sans possibilité de consultation. Ils sont seuls, non seulement physiquement, mais aussi en termes d'information. La société qui les a envoyés ne peut pas savoir ce qu'ils ont découvert, quelles décisions ils ont prises, ou même s'ils ont survécu pendant des années ou des décennies. Pour toute civilisation, cherchant à maintenir une relation continue avec un autre système stellaire, pas une visite ponctuelle, mais un véritable contact, un échange d'informations. La vitesse de la lumière garantit que cette relation sera toujours fragmentée, toujours basée sur des informations obsolètes, toujours incapable de réagir en temps réel à ce qui se passe de l'autre côté. Imaginez coordonner une réponse face à un problème. Un vaisseau extraterrestre rencontre des difficultés imprévues aux confins de notre système solaire. Il envoie un signal de détresse. Il met des années pour arriver. Sa civilisation décide de la marche à suivre. La réponse met des années à revenir. Pendant ce temps, l'équipage a dû gérer la situation seul pendant une décennie ou plus, sans aide, sans orientation et sans aucune certitude que quelqu'un répondra même. Maintenant, étendez ce problème à toute tentative de civilisation interstellaire durable. Commerce, gouvernement, diplomatie, collaboration scientifique. Et ce qui apparaît n'est pas une galaxie connectée, mais une galaxie structurellement isolée, où le simple temps de parcours de la lumière rend la coordination significative pratiquement impossible. Il existe en outre un problème plus subtil, la continuité des objectifs dans le temps. Une civilisation décide d'envoyer une mission vers notre système solaire. La planification prend des décennies. Le lancement a lieu. Le voyage dure des siècles. Pendant tout ce temps, la civilisation d'origine change.
Ses priorités politiques évoluent, les ressources sont réorientées. Ceux qui ont conçu la mission meurent, et leurs successeurs peuvent avoir des valeurs et des objectifs complètement différents. Une civilisation qui a lancé une mission vers la Terre il y a 1000 ans peut ne plus ressembler en rien, en termes de valeurs ou d'intention, à la civilisation existante lorsque le vaisseau arrive enfin. Le vaisseau transporte les objectifs d'une société qui, en pratique, n'existe plus. Et ce n'est pas une hypothèse étrange. C'est simplement ce qui se passe lorsque les échelles de temps du voyage interstellaire dépassent celles du changement des civilisations humaines. Ce qui se produit toujours. Notre propre bulle radio, la sphère de signaux électromagnétiques que nous avons émis depuis le début du XXe siècle, s'étend à peine sur 200 années-lumière. Cela inclut environ 15 000 systèmes stellaires, sur les 200 à 400 milliards estimés dans la galaxie. C'est moins d'un centième de 1%. Même si une autre civilisation avait reçu et décodé nos signaux instantanément et avait lancé une mission immédiatement, ce vaisseau se dirigerait vers une version de la Terre qui existait il y a plus d'un siècle, sans possibilité de mettre à jour ces informations en cours de route. La Terre qu'ils atteindraient, si tant est qu'ils y parviennent, serait un lieu différent de celui qu'ils s'attendaient à trouver. Et cela résume le problème. Ce n'est pas seulement difficile d'atteindre les étoiles, c'est difficile de savoir ce que l'on y trouvera. Et il est impossible de se coordonner avec ce que l'on a laissé derrière soi en cours de route. Jusqu'à présent, tout a traité la question comme un problème de capacité physique. Les extraterrestres peuvent-ils voyager jusqu'ici? Mais il existe une autre possibilité qui mérite d'être considérée. Une possibilité dont les implications sont encore plus inquiétantes. Et si certaines civilisations pouvaient voyager, mais avaient appris à ne pas le faire? L'auteur chinois de science-fiction Liu Cixin a articulé cette idée de manière particulièrement puissante dans son roman The Dark Forest, 2008. Bien que des versions du concept circulaient déjà dans les discussions scientifiques depuis au moins les années 1980. La prémisse est perturbante dans sa logique. Supposons que les civilisations intelligentes soient communes dans la galaxie. Supposons qu'au fil de milliards d'années, elles aient développé la capacité d'atteindre d'autres étoiles, du moins de manière limitée. Maintenant, posons une question simple. Quelle est la réponse rationnelle lorsqu'on détecte une autre civilisation? Dans le cadre de Liu, la réponse est brutalement simple. On ne peut pas savoir si une autre civilisation est bienveillante. On ne peut pas savoir si elle le restera. La technologie progresse. Une civilisation qui aujourd'hui ne représente pas une menace pourrait devenir une menace existentielle dans 1000 ans. Et surtout, on ne peut pas se permettre d'attendre pour le découvrir. Car si elles sont hostiles et plus avancées que vous, le découvrir trop tard revient à ne jamais le découvrir. La chaîne de suspicion est irréversible. Même une civilisation bien intentionnée, raisonnant dans ce cadre, pourrait conclure que la seule réponse sûre à la détection d'une autre intelligence est de l'éliminer avant qu'elle ne puisse vous éliminer. L'univers devient ainsi une forêt sombre, remplie de chasseurs armés qui ont appris à se déplacer sans bruit. Chaque civilisation craint de se révéler. Chacune peut être un prédateur pour toutes les autres. L'implication pratique est une galaxie qui a appris, collectivement, à garder le silence. Toute civilisation qui émet des signaux marque potentiellement sa position pour être détruite par un voisin plus avancé.
Toute civilisation qui atteint la capacité de voyager entre les étoiles pourrait utiliser cette capacité non pour explorer, mais pour se cacher. Dans ce modèle, le contact n'est pas impossible à cause de la physique. Il est impossible parce que l'éviter est la stratégie rationnelle. Cette hypothèse a des faiblesses réelles. Elle suppose que la compétition pour les ressources est inévitable et que la coopération ne peut pas se maintenir, ce qui est discutable selon la théorie des jeux. De plus, elle exige que cette logique s'applique à toutes les civilisations à toutes les époques. Une seule exception, une espèce qui décide de communiquer ouvertement, suffirait en principe à rompre le schéma. Mais le point central reste important. Même si nous surmontions toutes les barrières physiques du voyage interstellaire, il n'existe aucune garantie qu'une civilisation capable de nous visiter veuille le faire. Les motivations d'autres intelligences n'ont pas besoin de ressembler aux nôtres. Elles n'ont pas besoin de partager notre curiosité ni nos récits d'exploration. Il se peut qu'elles aient observé la galaxie, fait les calculs, évalué les risques, et soient arrivées exactement à la conclusion que nous voyons reflétée dans le ciel. Gardez le silence. Même en admettant qu'une civilisation extraordinairement avancée ait résolu ou surmonté tous les problèmes précédents, il reste une question embarrassante. Pourquoi nous? Pourquoi la Terre? Pourquoi maintenant? La Terre est une planète rocheuse assez banale, orbitant autour d'une étoile jaune moyenne, dans l'un des bras extérieurs d'une galaxie spirale barrée ordinaire. Rien dans notre position ou dans notre Soleil ne nous distingue clairement de milliers d'autres mondes potentiellement habitables disséminés dans la galaxie. De plus, nous émettons des signaux électromagnétiques détectables depuis à peine une centaine d'années. Nous avons annoncé notre présence pendant un siècle, dans une galaxie qui a environ 11 milliards d'années. Pour toute civilisation capable de voyager entre les étoiles, il existerait probablement d'innombrables destinations possibles. Si l'objectif est de contacter la vie intelligente, la probabilité que la Terre soit parmi les priorités à un siècle donné est extrêmement faible. Si l'objectif est la colonisation, il existe des options bien plus simples. Une planète inhabitée dans la zone habitable évite les conflits, les dilemmes éthiques et la résistance. Si l'objectif est l'exploitation des ressources, notre système solaire ne semble pas particulièrement plus riche que des milliers d'autres systèmes voisins. Il vaut aussi la peine de se demander ce que atteindre la Terre signifierait réellement pour une civilisation aussi avancée. Une espèce qui aurait résolu le problème du carburant, des radiations, des impacts, de la biologie et de tout le reste, est tellement au-dessus de nous que ses motivations seraient pratiquement incompréhensibles. Nous supposons qu'elle chercherait les mêmes choses que les humains. Curiosité, ressources, expansion, connaissance. Mais ces motivations naissent d'une histoire évolutive très spécifique, sur une planète très particulière, sous des pressions écologiques particulières. Une civilisation âgée d'1 milliard d'années de plus, une différence comparable au temps qui nous sépare des premières étoiles, avec des planètes habitables, pourrait valoriser des choses pour lesquelles nous n'avons même pas de concept. Et dans ce contexte, la Terre pourrait être complètement insignifiante. Il existe une hypothèse implicite dans de nombreux récits populaires. Si les extraterrestres existent, ils viendraient naturellement vers nous. Mais cette hypothèse mérite d'être remise en question.
Nous ne sommes pas le centre de la galaxie. Nous ne sommes pas particulièrement visibles. Nous ne sommes pas particulièrement anciens. Notre fenêtre de détectabilité n'a été ouverte que depuis moins d'un siècle. Dans une galaxie de plusieurs milliards d'années, c'est un clin d'œil. Si une civilisation était en route vers notre système solaire, si cela se produisait, elle aurait presque certainement commencé son voyage avant que nous commencions à émettre des signaux. Autrement dit, elle ne viendrait pas pour nous. Elle voyagerait vers une planète qui, selon les dernières informations disponibles pour elle, pourrait être habitée uniquement par des dinosaures, ou même par des formes de vie beaucoup plus simples. Quoi que cette civilisation pense trouver, il est presque certain que ce ne sera pas l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui. Aucune discussion sur la raison pour laquelle les extraterrestres ne sont pas arrivés sur Terre n'est complète sans aborder l'argument le plus direct. Et s'ils étaient déjà là, là? Et si les phénomènes aériens non identifiés, UAP, enregistrés par des pilotes, des radars et des satellites, étaient exactement ce qu'ils semblent être? Des objets qui ne correspondent à aucun aéronef ou phénomène naturel connu? Il vaut la peine de prendre cette question au sérieux, plutôt que de l'écarter. Ces dernières années, l'attention gouvernementale envers les UAP a évolué. Le département de la Défense des États-Unis a créé en 2022 le bureau connu sous le nom de All Domain Anomaly Resolution Office pour les étudier. Il y a eu des audiences au Congrès. Des témoins militaires crédibles ont décrit des rencontres qu'ils ne peuvent pas expliquer. Rien de tout cela ne devrait être ignoré. Mais lorsqu'on applique la physique aux problèmes de la visite extraterrestre, des prédictions très concrètes émergent sur ce que ces engins devraient en faire. Et, par conséquent, sur ce que nous devrions observer. Un vaisseau ayant traversé l'espace interstellaire à une fraction significative de la vitesse de la lumière est un vaisseau qui a déjà résolu le problème du carburant, des radiations, des impacts et du freinage. Il a maîtrisé une physique que nous ne comprenons pas encore pleinement. Si un tel vaisseau entrait dans l'atmosphère terrestre, cela se produirait dans le cadre d'une manœuvre de décélération à partir de vitesses énormes, libérant des quantités d'énergie détectables par pratiquement tous les systèmes radars et satellites de la planète. Il émettrait également une chaleur extrême due à la décélération, visible dans plusieurs longueurs d'onde. Mais ce n'est pas ce que décrivent les rapports les plus crédibles de UAP. Ce qui est signalé, ce sont des objets aux comportements étranges. Accélération apparemment instantanée, virages à angle droit à grande vitesse, capacité de rester suspendu sans propulsion visible. Ce sont des phénomènes vraiment déconcertants, mais ils le sont d'une manière qui correspond mieux à des artefacts de capteurs, des phénomènes optiques atmosphériques, de la technologie avancée de drones d'origine humaine, des erreurs de mesure ou d'interprétation. Et surtout, ils ne correspondent pas à ce que nous attendrions d'un vaisseau ayant voyagé entre les étoiles. Il existe également un argument de probabilité préalable qu'il convient de clarifier. Si l'on considère tout ce qui précède, l'équation de la fusée, les radiations, le milieu interstellaire, le grand filtre, le problème de la communication et la probabilité extrêmement faible que la Terre soit une cible prioritaire parmi des centaines de milliards de systèmes. Alors la probabilité qu'une observation inexpliquée soit d'origine extraterrestre n'est pas simplement inconnue. Elle est très faible. Inexpliquée ne signifie pas extraterrestre. Cela signifie simplement inexpliqué. L'histoire de la science est pleine de phénomènes qui semblaient mystérieux et qui ont fini par avoir des explications entièrement naturelles.
La réponse appropriée face à un phénomène aérien non identifié est de l'étudier, pas de supposer son origine. En fait, il y a quelque chose de paradoxal ici. Un objet qui aurait soi-disant voyagé des années-lumière pour arriver ici et qui montre ensuite un comportement erratique ou confus dans l'atmosphère terrestre est plus difficile à expliquer, et non moins qu'un objet qui n'apparaît jamais. La physique du voyage interstellaire ne produit pas d'objets ambigus flottant dans le ciel. Elle produit des signaux d'arrivée détectables à grande échelle. Cela ne résout pas définitivement la question des UAP. Il existe des phénomènes véritablement inexpliqués qui méritent une étude rigoureuse. Et il ne serait pas honnête d'affirmer une certitude absolue sur ce que nous ne comprenons pas complètement. Mais l'argument probabiliste reste valable. Étant donné tout ce que le voyage interstellaire impliquerait, les explications les plus plausibles pour les objets non identifiés dans notre atmosphère restent dans le domaine humain ou naturel. Ce qui émerge de tout cela n'est pas une seule raison simple pour laquelle les extraterrestres ne sont pas arrivés. C'est une structure, un ensemble de limitations superposées, chacune sévère en elle-même et qui ensemble forment quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. La distance, à elle seule, n'empêche pas le voyage interstellaire. Elle le rend extrêmement lent. La distance combinée avec l'équation de la fusée en fait quelque chose qui nécessite des quantités presque inimaginables de carburant. Si l'on ajoute à cela l'environnement de radiation, il devient dangereux pour toute forme de vie. Ajoutez le milieu interstellaire à des vitesses relativistes et vous avez un vaisseau érodé peu à peu, comme s'il était poncé par l'espace lui-même. Ajoutez le problème biologique et la possibilité de voyageurs vivants à cette échelle de temps disparaît. Ajoutez le problème de la communication et disparaît la possibilité de se coordonner. Ajoutez le problème du temps. Le fait que les civilisations ne sont pas éternelles et que les fenêtres de coexistence sont étroites, et même la garantie que deux civilisations capables de se contacter existent simultanément et à une distance atteignable disparaît. Et puis, il y a les autres facteurs. Le problème des super-terres, où de nombreuses civilisations ne parviennent peut-être jamais à quitter leur planète, et le problème des sondes autoréplicatives, qui suggèrent que même les solutions les plus ambitieuses n'ont laissé aucune trace visible dans une galaxie qui a eu des milliards d'années pour se remplir. Chaque couche supplémentaire ne rend pas seulement le problème plus difficile, elle en change la nature. Il cesse d'être un défi d'ingénierie pour devenir une caractéristique structurelle de la réalité. Il existe une manière de comprendre cela sans faire de calcul. Imaginez que vous êtes une bactérie vivant dans une goutte de pluie. Essayant de comprendre pourquoi, vous n'avez jamais trouvé l'océan. La goutte est tout votre monde. Vous en avez exploré les limites, vous y avez développé de la complexité. L'océan existe, il est immense, il est plein de vie. Mais la séparation entre vous et lui n'est pas seulement une question de distance. C'est une question de conditions physiques qui définissent ce que vous êtes et où vous pouvez exister. La goutte et l'océan sont faits de la même substance, mais ils ne se connectent pas. Rien de ce que la bactérie fait ne changera cela. Les barrières ne sont pas hostiles. Elles constituent simplement la structure de la situation. La civilisation interstellaire peut être l'océan pour notre goutte. Les distances sont réelles. La physique est réelle. Les barrières ne sont ni arbitraires ni injustes. Elles sont les mêmes pour toute civilisation dans n'importe quel coin de la galaxie. Et voici le changement de perspective le plus important.
La paradoxe de Fermi n'indique pas nécessairement que quelque chose ne va pas dans l'univers. Il peut indiquer que quelque chose va profondément bien, que la vie peut être commune, que l'intelligence est plus rare, que les civilisations interstellaires sont encore plus rares, et que le contact entre elles est si exigeant qu'il pourrait ne jamais se produire dans toute l'histoire du cosmos. En langage de physicien, le problème est multiplement contraint. En langage simple, l'univers semble avoir organisé les choses de telle sorte que les civilisations, aussi nombreuses soient-elles, vivent en isolement effectif. Chacune enfermée dans une sphère limitée par la vitesse de la lumière, l'énergie disponible, la fragilité de sa biologie et la brièveté de son existence. Cela n'élimine pas le paradoxe de Fermi. Cela ne nous dit pas si le grand filtre est derrière ou devant nous. Cela ne répond pas à la question de savoir si nous sommes seuls ou simplement les premiers à atteindre un certain niveau de complexité. Mais cela suggère quelque chose d'important. Le silence du ciel peut ne pas être aussi mystérieux qu'il n'y paraît. Il se peut qu'il ne soit pas silence du tout. Il peut s'agir du son de 1000 civilisations, chacune envoyant des signaux dans un vide trop vaste et régi par une physique trop implacable pour que ces signaux se rencontrent un jour. Rien de tout cela n'est l'histoire complète, car l'histoire n'est pas encore terminée. Les barrières sont réelles. Mais l'ingéniosité qui nous a mené des feux de camp au radiotélescope en à peine 10 000 ans l'est aussi. Si le voyage interstellaire habité est pratiquement exclu par la biologie, l'énergie et le temps, les sondes non habitées affrontent une version plus réduite des mêmes obstacles. Une puce de la taille d'un gramme tissée, propulsée par un réseau laser depuis la Terre, pourrait mieux supporter les rigueurs du milieu interstellaire qu'un vaisseau habité. Sa section transversale est minimale, ce qui réduit le risque d'impact avec la poussière, et il n'y a pas de biologie à protéger. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 avec le soutien de physiciens et technologues renommés, est la proposition la plus avancée dans cette voie. Son objectif est d'accélérer une flotte de ces puces jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, atteignant Alpha Centauri en environ 20 ans. Les défis d'ingénierie sont énormes. Construire un laser suffisamment puissant, maintenir la stabilité de la voile, survivre des décennies dans l'espace interstellaire, puis transmettre des données à travers 4 années-lumière. Mais restent des défis d'ingénierie, non des impossibilités physiques fondamentales. Qu'il soit réalisé ce siècle est incertain. Que cela produise des résultats scientifiques significatifs est aussi en débat. Mais cela représente une voie réaliste vers l'avant, sans nécessité de nouvelles physiques. Pour détecter la vie sans voyager, le domaine émergent de la détection de biosignatures atmosphériques offre la voie la plus prometteuse à court terme. Le télescope spatial James Webb a déjà démontré qu'il pouvait analyser la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes en étudiant la lumière stellaire qui les traverse. Des instruments futurs, comme les Extremely Large Telescopes et de nouvelles missions spatiales, pourraient identifier des signaux chimiques de vie à des dizaines ou centaines d'années-lumière. Des combinaisons spécifiques d'oxygène, de méthane et de vapeur d'eau, dans des proportions que la chimie ne peut maintenir seule, constitueraient une preuve solide d'activité biologique. Cela permettrait de découvrir la vie sur d'autres mondes sans que personne n'ait à s'y rendre. Il est très probable que nous sachions que la vie est commune dans la galaxie bien avant d'apprendre à l'atteindre. Et la recherche continue.
Écouter n'est pas limité par l'équation de la fusée. Les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière et construire des systèmes pour observer des millions d'étoiles est une question d'ingénierie et de ressources, pas de physique. L'initiative Breakthrough Listen, le programme SETI le mieux financé à ce jour, scanne le ciel depuis 2016 avec certains des radiotélescopes les plus sensibles au monde. Jusqu'à présent, rien de confirmé n'a été trouvé. Mais la recherche est jeune comparée aux échelles de l'univers, et le ciel est immense. Toute détection, même un signal ambigu, changerait complètement notre compréhension de la place que nous occupons dans le cosmos. Si tu es arrivé jusqu'ici, la question posée par Enrico Fermi en 1950 te paraît probablement un peu différente. L'univers n'a pas changé. Les distances sont les mêmes. La physique est la même. Mais peut-être que le silence a désormais un autre sens. Non pas comme absence de vie, mais comme absence de contact que les lois mêmes de la nature auraient pu rendre pratiquement inévitables dès le départ. Les barrières entre les étoiles ne sont pas des portes verrouillées. Ce sont les murs de l'univers lui-même. Et même si l'humanité continuera très probablement à chercher, avec de meilleurs télescopes, des sondes plus rapides et des instruments d'écoute plus sensibles, il est important de comprendre à quoi nous sommes réellement confrontés. Cela permet d'affiner la recherche. Cela clarifie ce que signifierait une véritable détection. Cela explique pourquoi, si nous recevons un jour un signal confirmé d'une autre civilisation, ce moment comptera parmi les plus marquants de l'histoire humaine. Non seulement pour ce que nous découvrirons, mais aussi pour l'extrême improbabilité de cette découverte au regard de ce que la physique nous dit sur la difficulté du contact à de telles distances. Car si un contact a jamais lieu, ce sera l'une des choses les plus improbables que la physique ait jamais permises. Et si ce type de réflexion t'intéresse, la vraie physique, les vrais chiffres, les questions sans réponse facile, cela vaut la peine de continuer à explorer. Il reste encore beaucoup d'univers à comprendre.